Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live super bac. Donc, comme vous le savez sûrement, on est à moins d'une semaine du bac. Il vaudra mieux qu'ils sachent. Oui, Ça, ce, quand même, ce hein. sera bien. Alors aujourd'hui, pas de thématique, pas de questions, juste vos questions à vous. Clairement, on prend toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous poser, peu importe le chapitre, peu importe la filière, n'hésitez pas à nous donner toutes vos questions. Bonjour à tous, hein, déjà, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour la dernière fois, pardon, avant le bac. Donc n'hésitez pas, je vois qu'il y a déjà un petit peu des petites questions sur les pronostics. Alors, les pronostics, j'ai vu plusieurs mails, plusieurs articles courir un petit peu sur les réseaux sociaux. C'est souvent pas des très très bons pronostics d'ailleurs. J'en ai vu sur certains journaux dont je ne dirai pas le nom, mais qui évoquent notamment les pronostics de chapitres qui sont tombés l'an dernier. Donc c'est quand même relativement peu probable. Donc dites-vous, moi je fais pas de pronostics en tant que tel, mais je vous rappelle que en fait les derniers chapitres, les derniers sujets qui sont tombés ont peu de chances de retomber sur le même format cette année. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. L'an dernier en S, on a travaillé sur de l'histoire avec la Chine et avec le gouverner la France. Bon, c'est peu probable que ça retombe en tant que compo. Par contre, ça peut retomber en tant qu'étude de doc. Bon, sinon, j'ai un peu du mal à faire des pronostics. Je ne voudrais pas vous donner la possibilité de faire des impasses et qu'après, ça tombe dessus. Donc, c'est un peu... Alors, on a une première question de Ouais. Sabrina qui te demande qu'est-ce que le Benelux? Ok, le Benelux, c'est en gros un accord de libre-échange entre 3 pays européens qui sont en fait la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Voilà. On parle souvent de Benelux quand on veut aller un petit peu plus rapidement pour parler des 6 pays fondateurs de la CE en disant donc la France, la RFA, l'Italie et le Benelux. Mais en fait, c'est plutôt un accord de libre-échange plutôt que quelque chose euh, qui soit vraiment une union de pays. Alors, ensuite, question suivante de Manon. Qu'est-ce que le multilatérisme? Non, le multilatéralisme. Ok, Pardon. donc multilatéralisme, elle dit exactement une question précise ou pas? Non, en général. Euh, Bon, voilà, Ok. c'est ma réponse. Je vais y réfléchir et je te propose une définition d'ici quelques minutes pour faire quelque chose de plus construit. Que veut dire néolibéral, Sabrina? Ok, tout ce qui est en lien avec néolibéralisme, libéralisme, ce sont des théories de libre-échange qui ont cours de nos jours, donc théorie libérale en fait. Quand on parle de libéralisme, c'est que les échanges vont exister entre les pays du monde et vont exister de façon libre. Voilà. Est-ce qu'il est possible d'avoir encore une fois histoire majeure cette année? Ouais, bien sûr, tout est possible. Je tiens à signaler quand même que pendant 5 ans à peu près, on a eu de la géo en majeur. Là maintenant, ça fait 2 ans qu'on a de l'histoire en majeur, donc c'est possible. On peut peut-être avoir un changement, peu importe. Enfin, je veux dire, tout est possible. C'est ça le problème, c'est que vraiment, on ne peut pas vous dire de sûr quelle matière va tomber en mineur, quelle matière va tomber en majeur. Alors, Marine, pourquoi passe-t-on de la 4e République à la 5e? Ok, alors Marine, pour répondre à ta question, on passe de la 4e République à la 5e République pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que déjà on passe en 1958. Ce changement se fait en 1958 pour la raison première, c'est la guerre d'Algérie. En fait, on a un conflit qui dure principalement depuis 1954 en tant que guerre. C'est un conflit qui ne trouve pas de solution. Et la seule solution, entre guillemets, que trouvent les gouvernements, c'est d'appeler De Gaulle à revenir au pouvoir. Et De Gaulle dit « Ok, je veux bien revenir au pouvoir. Le seul truc, c'est que je veux changer la Constitution. » Pourquoi? Parce que cette constitution ne lui convient pas. Deuxième raison, c'est qu'en fait, la constitution de la 4e République, elle est plutôt liée
à un régime parlementaire, c'est-à-dire qu'en fait, le Parlement, l'Assemblée nationale, si vous voulez, a beaucoup plus de pouvoir que le président, qui lui a plutôt un rôle honorifique. Voilà, donc on va dire qu'il y a 2 raisons. Il pourrait y en avoir plus, mais là, on va dire que j'ai bien résumé les essentiels. Alors, question de Boula Boulot. Faut-il apprendre les croquis sur Shanghai et Mumbai car ils sont super compliqués? Alors Shanghai, non, parce que c'est pas un croquis à apprendre. Mumbai, oui, si tu es en L ou ES. Je vous rappelle qu'il y a 5 croquis à connaître pour la série S et 7, en fait, les 5 de la série S plus 2 pour les séries LES. Ok. Quelles sont les dates les plus importantes de la guerre froide? Alors, de la guerre froide, probablement en lien avec nos chapitres sur les puissances. Alors, les dates les plus importantes de la guerre froide, ce sont le début et la fin, déjà. 1947, donc début avec le plan Marshall, avec la doctrine Truman, avec la doctrine Zhdanov. Ensuite, première crise de Berlin, 1948-1949. Ensuite, 1961 avec la deuxième crise de Berlin et la construction du mur. Ensuite, la troisième date, ça serait 1962 avec la crise de Cuba. On peut ajouter éventuellement la guerre de Corée, 50-53. La guerre du Vietnam avec une fin pour les États-Unis en 1973. 1989, la chute du mur de Berlin. 1991, la fin de la guerre froide avec l'implosion de l'URSS. Globalement. Ok. C'est quoi l'histoire avec le peuple des Khmers rouges qui s'est fait tuer? Ok, les Khmers rouges. Ça, c'est plutôt en lien avec le chapitre sur la Chine. En fait, les Khmers rouges, c'est un regroupement qui a plusieurs personnes, si vous voulez, qui ont pris le pouvoir au Cambodge à la fin des années 70. Et en fait, on utilise cet exemple-là des Khmers rouges pour montrer que la Chine a eu une influence sur certains pays, même si elle a été relativement ténue. Et en fait, les Khmers rouges ont été influencés par la Chine maoïste. Voilà. Ok. Question du plan Marshall. Question de Valentine. Ok, le plan Marshall, c'est 1947. C'est un plan d'aide économique et financière qui a été donné par les États-Unis aux pays qui le souhaitaient. Principalement, en fait, les pays d'Europe qui ont subi de graves dommages. Ce plan Marshall a été accepté par une grande partie des pays d'Europe occidentale. Mais les pays d'Europe orientale qui étaient sous la domination de l'URSS ont été obligés de le refuser. Et l'URSS a mis en place lui-même en fait un plan d'aide économique qui s'appelle la KM. Multilatéralisme, si je puis me permettre, j'y reviens. On va dire que c'est pour être bien dans la précision. En fait, multilatéralisme, je ne sais plus, c'était une question d'une jeune fille que tu m'as posée il y a 5 minutes. En fait, le multilatéralisme, il ne concerne que les États-Unis. Enfin, non, pardon. Il concerne le chapitre sur les États-Unis. On travaille l'idée de multilatéralisme et d'unilatéralisme. En fait, le multilatéralisme, c'est le fait qu'un pays intervienne dans le monde avec l'aide d'autres pays, notamment par le biais d'organisations internationales. Je m'explique en donnant un exemple. Les États-Unis sont intervenus après la Seconde Guerre mondiale dans le monde avec d'autres pays par le biais de l'ONU. Je donne un exemple, la guerre du Golfe en 1990-1991. Les États-Unis, avec un mandat de l'ONU, sont intervenus pour éviter que l'Irak ne reste au Koweït. C'est donc une forme d'interventionnisme. On a aussi l'unilatéralisme, c'est quand un pays décide d'intervenir, mais sans mandat de l'ONU, sans l'accord des organisations mondiales. Et là, ça peut être un exemple, celui de la guerre en Irak. À partir de 2003, les États-Unis sont intervenus sans mandat de l'ONU. Voilà, il me fallait un petit peu de temps pour bien positionner mes définitions.
Ok. Ensuite, qu'est-ce que le printemps arabe? Ok, les printemps arabes, c'est une période qui commence fin 2010, début 2011, dans les pays arabes, donc dans les pays du Moyen-Orient et les pays du Maghreb, c'est-à-dire de l'Afrique du Nord. En fait, ce sont des moments de soulèvement de population qui réclament plus de démocratie, plus de liberté. Et donc ça commence en Tunisie. Et en Tunisie, ça fonctionne bien, le pouvoir se démocratise, etc. Après, il y a d'autres gros échecs, notamment en Égypte. Voilà. Ok. Ensuite, quelles sont les dates pour les chapitres du Proche et Moyen-Orient? Il y en a beaucoup des dates à connaître. Grossièrement, on va dire, en lien avec Israël, la création d'Israël en 1948 et les trois guerres principales, donc 48-49, 67 et 73. Il faudrait connaître aussi la révolution iranienne en 1979. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à dire aussi les intifadas, donc il y en a une à la fin des années 80, une dans les années 2000. Grossièrement, on va dire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? La crise de Suez. J'ai un doute, 1956, je crois. Voilà. Quand a été créé TAFTA? TAFTA. J'ai un doute. Si je veux bien que tu vérifies, je crois que c'est 94, mais j'ai un doute. Et j'ai vu une question sur l'altermondialisme. Qu'est-ce que l'altermondialisme? C'est oui, ça? Exactement. Donc, en fait, l'altermondialisme, c'est... On vérifie, TAFTA. ouais. Non, en fait, je dis n'importe quoi. TAFTA, non. Non, c'est pas ça. Bon, ok, on va trouver. On va revérifier, mais non, je vous ai dit une bêtise, c'est pas du tout ça. L'altermondialisme, c'est un courant d'idées, si vous voulez, qui se développe de nos jours et qui veut une autre forme de mondialisation. Voilà, pas la mondialisation ultralibérale. Ça ne veut pas dire qu'il critique entièrement la mondialisation, mais qu'ils veulent une autre forme de mondialisation plus proche de l'environnement, plus respectueuse dans l'environnement, etc. Ok, en quoi consistent les accords de Schengen? Question Facebook de Marion. Ok, alors les accords de Schengen, ce sont des accords européens qui permettent, créés en 1985 et mis en place en 1995, qui permettent une libre circulation des populations dans les espaces adhérents à Schengen. Donc c'est pour ça que par exemple quand vous partez dans un pays européen qui fait partie de l'Union européenne et de Schengen, vous n'avez pas besoin de montrer votre carte d'identité. Je vous donne un exemple, quand on va en Espagne, on traverse la frontière, normalement on n'a pas de douane, si vous voulez. Par contre, quand on va au Royaume-Uni, on a un passage à la douane, parce que, si on prend le train, hein, bien sûr, si on prend l'avion, quoi qu'il en soit, on passe à la douane, mais si on prend le train, on a un passage à la douane parce que le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen. Alors, Sabrina te demande si tu peux expliquer les caractéristiques de chaque institution européenne concernant le chapitre sur le projet d'une Europe politique depuis le congrès de la Haye. De la Haye. De la Haye. Ouais. Exemple, le Conseil de l'Europe. Alors, bon, on va dire que c'est des institutions relativement compliquées. Pour faire simple, il y a le Conseil de l'Europe, la Commission européenne, il y a le Parlement européen. Il faut avoir en tête que le Parlement européen, c'est plutôt un organe législatif, mais il n'a pas l'entièreté du pouvoir. Conseil européen, Commission européenne, ce sont plutôt des... Alors, il y a une part d'organes exécutifs et législatifs. Voilà, enfin... Comment faire simple? La législation est faite par le Parlement européen en partie, et l'exécution en partie par le Conseil, en partie par la Commission européenne. Donc on a plusieurs institutions et malheureusement, ce n'est pas toujours évident. On a aussi la Banque européenne qui est à Francfort et là, par contre, elle travaille sur la monnaie. Bon, là-dessus, c'est hyper compliqué et je t'avouerai que sans avoir 2-3 petites notes, j'ai parfois un petit peu de mal à bien l'expliquer. Mais par contre, il y a une fiche sur DigiSchool, donc n'hésite pas à la regarder.
Alors, on a une question de méthodo de Nourdine qui nous dit « J'aimerais aussi savoir, s'il vous plaît, au niveau de la géo, quel type de questions de cours au niveau de la première partie pouvons-nous avoir ?» Alors, j'imagine qu'il est en STMG. Possible. Parce que on n'a pas de questions de cours pour les séries générales. D'accord. Donc, si c'est en géo, ce sont tous les chapitres que vous avez eus de manière obligatoire. Donc, normalement, vous avez 3 chapitres obligatoires qui traitent de la France et de l'Europe dans l'Union européenne, de la mondialisation et des inégales intégrations dans la mondialisation, je crois. Je ne suis pas en STMG, donc je ne connais pas tout le programme, mais ce sont en fait les chapitres obligatoires que tu auras en question de cours en STMG. Alors, je suis tombé sur une question qui revient souvent, la différence entre métropole, mégalopole et mégapole. Allez, je l'ai posée tout le temps, celle-là. Ouais. Franchement, tu sais y répondre maintenant ou pas? Mégapole, c'est une grande ville. Ouais, de plus de 80 000. Au-dessus, 8 millions d'habitants. Ouais, mégapole, ok, pareil. Ouais. Propre. Non, parce que Lyon n'est pas une mégapole. Mais Lyon a 500... Mégalopole, c'est un regroupement de toutes les villes qu'il y a autour. Ouais. Et le dernier Métropole. C'est une simple ville. Ok, donc je reprends et Oui. Jonathan, il a raison. Une métropole, c'est une ville, une grande ville avec des fonctions de commandement. Une mégapole, c'est une ville, une métropole en gros, qui a plus de 8 millions d'habitants. Et une mégalopole, c'est un tissu urbain de villes les unes à côté des autres. C'est-à-dire que les villes se sont tellement développées qu'il n'y a pas d'espace rural entre les différentes villes. Donc ça fait vraiment un étalage de villes les unes à côté des autres. Ok. Clara qui nous dit les études de cas peuvent tomber en compo, Mumbai et Sahara. Bon, c'est un peu la même qu'on a eu tout à l'heure. Oui, les études de cas peuvent tomber en compo. Mumbai pour les L, ES et Sahara pour toutes les sections générales. Tout à fait. Alors, Eva, en dissertation pour l'Afrique, est-ce que cela peut tomber que sur le Sahara ou alors l'étude de cas de Sahara sera toujours rattachée avec le développement de l'Afrique? Non, c'est exactement la question que je viens de poser. Non, le Sahara peut être vu en tant que composition en elle-même. D'ailleurs, je crois qu'elle est tombée il y a 3 ans pour les S. Alors, avez-vous un moyen mémotechnique pour retenir facilement les dates, pour ne pas les oublier? Ça dépend de ta mémoire Prise pour de retenir notes les aux dates. toilettes, ça marche super bien. Ouais, alors il y a En plein de médecine, trucs. ils font tout ça. Il y a plein de trucs. Si tu as une mémoire photographique, eh ben, il faut que tu poses des petits panneaux, des dates dans les endroits où tu passes du temps. Donc dans les toilettes, dans la salle de bain quand tu te brosses les dents, des trucs dans le genre. Tu peux faire aussi des frises parce que tu peux photographier la frise si tu as une mémoire visuelle. Si tu as une mémoire auditive, se répéter, chanter les dates, se les enregistrer et les écouter. C'est moins sympa que le dernier album de... Fais gaffe à ce que tu vas dire. Ouais, bon, bref, je me tais. Deux personnes. De la Perfect Circle, voilà, c'est mon meilleur, c'est le groupe favori. C'est mon groupe favori. Bref. Voilà. Et si vous avez une mémoire kinesthésique, c'est plutôt des gestes. La chanson peut aider, des gestes peuvent revenir aussi. Par exemple, il était à tel endroit sur ma frise, etc. Donc, c'est vraiment en lien avec ta mémoire. Alors, après, Ella, tu demandes que s'est-il passé à Tiananmen en 1989 via les printemps de Pékin? Merci. À Tiananmen, sur la place Tiananmen, aussi en 1989, ok. Donc, en fait... on a eu une manifestation principalement des jeunes chinois qui ont manifesté pour avoir plus de liberté. Et puis, en fait, ça vient aussi d'un premier ministre d'un ministre chinois qui... alors, j'ai un doute, je ne sais plus s'il est mort ou s'il a été évincé du pouvoir. Désolée, j'ai pas tout en tête. Mais du coup, ce ministre-là était plus aimé du peuple et le peuple a pris peur en ayant l'impression que le pouvoir allait devenir de plus en plus autoritaire. Et du coup, ils ont manifesté. Et cette manifestation a été réprimée par les chars
donc par les militaires. Voilà, et c'est ce qu'on appelle la fameuse photo. Exactement. Ouais. Ok. Exactement, c'est donc place Tiananmen. Alors, il faut savoir que, juste pour info, cet événement est encore très censuré en Chine. Qu'ils n'en parlent pas sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Et en fait, à chaque fois qu'ils trouvent un nouveau moyen, un nouveau code pour parler de Tiananmen, il est craqué par les services du gouvernement et donc ils ne peuvent pas en parler. Cette affaire est censurée. Génial. Et ça a juste donné lieu à, on va dire, quelques remontrances de la part des pays étrangers, mais ça n'a pas complètement cassé la dynamique qui était en train de prendre la Chine, puisqu'elle était en plein boom économique, en fait, en plein développement économique. Alors, Laure te demande, qu'est-ce que la stratégie du collier de perles? J'ai réfléchi. J'ai pas la définition en tête. Il faut que je me fasse une petite vérif et puis. Alors, Charlotte te demande, elle ne comprend pas ce que représente Taïwan pour la République de Chine. Ok. Alors ça, c'est. Ouais, je veux bien. Taïwan, en fait, si vous voulez, en 1949, quand la Chine est devenue communiste. En fait, la Chine communiste se battait contre la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek. Et Chiang Kai-shek s'est enfui à Taïwan et a construit une Chine, enfin, si vous voulez, a construit son gouvernement à Taïwan. Et si vous voulez, pendant très longtemps, Taïwan a été au siège du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que Chine, et non pas Taïwan, si vous voulez. Et la Chine a récupéré son siège au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que Chine en 1971, évinçant donc du coup Taïwan. La Chine revendique encore Taïwan comme étant un espace qui lui appartient. Voilà, grossièrement. Ok. Ah tiens, je t'ai trouvé la stratégie du collier de perles. Alors d'après Wikipédia, nos copains, la stratégie dite du collier de perles est une stratégie mise au point par la République populaire de Chine dans le but de garantir la sécurité de ses voies d'approvisionnement maritime jusqu'au Moyen-Orient. Elle loue des installations portuaires et aériennes. Voilà. En gros, la Chine, elle fait en sorte de faire en sorte que son énergie puisse être facilement approvisionnée, enfin elle puisse être facilement approvisionnée en énergie en sécurisant des points stratégiques. Voilà. Après, question de Nina, peut-on considérer la triade et les aires de puissance comme identiques? La triade, les trois pôles de la triade sont des aires de puissance, oui, mais il n'y a pas que la triade en tant qu'aire de puissance. Voilà, on peut rajouter la Chine, par exemple. Alors, on en a beaucoup qui nous demandent si tu peux revenir rapidement sur le traité de Maastricht. Oui, je peux. Alors, le traité de Maastricht, c'est en 1992. Ce traité de Maastricht, c'est un traité qui va Bonjour à tous. Vous n'arrivez pas à faire votre lettre de motivation pour votre projet d'alternance? Bien, restez avec moi. Je vais vous donner 5 conseils ça veut dire pour quoi? que votre lettre soit J'ai été perturbée par ma figure à droite. Une lettre de motivation, elle est obligatoire. Qu'on va ajouter de nouveaux domaines dans la construction européenne. Au début, la CEE, c'était économique. Ça porte le nom d'ailleurs d'économie, Communauté économique européenne. Avec l'Union européenne, donc, qui est créée par le traité de Maastricht, avec l'Union européenne, on étend les différents domaines à la politique, à la monétaire, au financier, quoi, à une coopération aussi en termes de défense, etc., etc. Donc, traité de Maastricht, ça apporte de nouveaux domaines dans lesquels les pays de l'Union européenne vont travailler, si vous voulez. Donc, on va avoir une union monétaire avec la création de l'Union européenne et la création de l'euro. On va avoir aussi une union politique avec la création d'une Europe réellement politique après le traité de Lisbonne en 2007, etc., etc. Donc, vraiment, c'est ce qu'on appelle l'approfondissement. Alors, ensuite, nous avons Cynthia. Est-ce que tu as des idées de plans pour l'Asie du Sud-Est? Rapidement. Alors, pour construire un plan sur l'Asie du Sud-Est, il faut savoir que chaque grande aire continentale
a un mot-clé en lien avec cette ère. Si je travaille sur l'Amérique, je vais travailler la notion de puissance. Si je travaille sur l'Asie, je vais travailler la notion de croissance. Et si je travaille sur l'Afrique, je vais travailler la notion de développement. Pour l'Asie, on est sur la croissance. Donc, on peut partir de la croissance démographique qui aboutit à une croissance économique. Et du coup, on peut voir les conséquences de cela, éventuellement. Ok. Ensuite, qu'est-ce que le Watergate? Question de Rima. Ok. Alors, Watergate, c'est un moment de crise des États-Unis. Ce moment de crise, il s'explique par une écoute faite par le parti présidentiel qui est les Républicains. On est aux États-Unis. Et ils écoutent en fait le parti adverse, les démocrates. Ce scandale arrive aux oreilles des journaux, etc., etc. Et Nixon, le président américain, est obligé de démissionner. C'est tout? Ouais, je me la fais en version rapide. Alors, je ne comprends pas les conflits au Proche et au Moyen-Orient. Pourriez-vous développer le sujet? C'est Malarkine. Ok. Alors, au Proche et au Moyen-Orient, il faut savoir que d'abord, il y a un premier type de conflit. C'est un conflit lié à la création d'Israël. Et ce conflit oppose Israël aux pays arabes voisins et Israël à la Palestine. Donc, conflit israélo-pays arabes, on en a 3. On a la première guerre israélo-arabe 48-49. On a ensuite une deuxième guerre qui est en 1967 et une troisième guerre en 1973. Donc, deuxième guerre, c'est la guerre des 6 jours. Troisième, c'est la guerre du Kippour. Ces différentes guerres, elles opposent donc Israël à l'Égypte, à la Syrie, à la Jordanie, qui refusent la création d'un État juif sur un pays qui était arabe à la base. Ensuite, on a un deuxième type de conflit qui est un conflit entre Israël et les Palestiniens, parce que du coup, Israël a été créé sur une partie de la Palestine. Donc ces conflits, ils sont en lien avec ce qu'on appelle les intifadas. Intifada, ça veut dire jet de pierre. Ensuite, on a des conflits liés à la religion, et notamment avec la création d'une république, une révolution islamique en 1979, qui est en Iran. On a aussi des conflits en lien avec les ressources, et ça, c'est plutôt l'Irak. Alors l'Irak qui va par exemple envahir l'Iran en 1980, et c'est une guerre jusqu'en 1988. Envahir le Koweït en 1990 pour récupérer notamment ses ressources pétrolières et son accès à la mer. Et puis, dernier type de conflit, on a les conflits liés aux puissances étrangères. Et là, ça sera par exemple les conflits en Afghanistan et en Irak de 2001 et 2003. Ok. Question, c'est quoi la théorie du glaive et du bouclier de Pétain? Ok. Alors, théorie du glaive et du bouclier, c'est une théorie qui se développe pour, si vous voulez, essayer de convaincre les populations que Pétain a agi pour sauver les Français. Donc l'idée, c'était de dire, Pétain et De Gaulle se sont mis d'accord. De Gaulle continuait la résistance, tandis que Pétain a arrêté la guerre pour éviter que les populations soient trop traumatisées par la guerre, soient vraiment trop touchées par les conflits, etc. Donc c'est l'idée comme quoi Pétain et De Gaulle se sont mis d'accord pour arrêter les combats, demander l'armistice avec l'Allemagne, mais malgré tout continuer à résister. J'espère que je suis claire parce que oui, je peux vous assurer que c'est pas toujours facile de répondre à. Évident. Je fais du jonglage entre tous les chapitres. Alors, et franchement c'est pas toujours évident. Tiens, ça continue. Vous êtes hyper nombreux. On est désolé si on n'arrive pas à choper toutes vos questions. N'hésitez pas à nous les réécrire. Mais vous êtes quasiment 500 sur YouTube. Et énormément sur Facebook, donc n'hésitez pas, désolé si on n'arrive pas à choper pile votre question, mais n'hésitez pas à la reposer. Est-ce que tu peux donner la définition de l'IDE?
Ok, c'est l'investissement direct à l'étranger. Il faut faire attention, s'il vous plaît, parce que moi, mes élèves de terminale, ils se plantent toujours. Investissement direct à l'étranger. Ok. Alors, est-ce que tu as une explication de la notion de lion africain, s'il te plaît? Lilou. Alors, les lions africains, ce sont les pays dont la croissance économique en Afrique est forte, qui se basent notamment sur des ressources qui sont exploitées, notamment des ressources pétrolières. Voilà. Ok. Est-ce que le croquis qui est tombé l'année dernière en ES ou en L peut retomber cette année? Il n'y a pas eu de croquis l'an dernier. Attends, non, je dis une bêtise. Je ne sais pas s'il y a eu un croquis l'an dernier. J'ai corrigé les S l'an dernier, donc je ne sais plus. A priori, non. Un croquis ne tombera pas 2 ans de suite, a priori. Après, apprendre vos croquis, ça vous permet aussi d'apprendre votre cours. Donc, et inversement, c'est-à-dire vous apprenez votre cours, vous connaissez quand même un minimum votre croquis. Donc, bon, apprenez-le toujours. Mais j'ai un doute, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu de croquis l'an dernier en LES. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce que sont les ZEE? Ça, on l'a vu ensemble. On a fait un live quiz là-dessus. Ça me dit quelque chose. ZEE, ce sont les zones économiques exclusives. En fait, ce sont les zones qui peuvent être utilisables uniquement par le pays qui possède cette ZEE. Je m'explique avec un exemple. La France possède une des plus grandes ZEE du monde parce que elle a des îles, elle a les DROM notamment. Et en fait, la ZEE, c'est tout le territoire, alors c'est plus de 300 km marins sur lesquels la France peut pêcher et elle est la seule à pouvoir pêcher sur cette terre. Sur cette eau plutôt, dans cette eau plutôt. Oh là là, mais je dis n'importe quoi. Elle peut pêcher, mais elle peut aussi utiliser les différentes ressources. Il peut y avoir du pétrole offshore, etc., etc. Donc ZEE, c'est la zone économique exclusive parce que seul le pays qui possède cette ZEE peut l'utiliser. Alors, ensuite, Océane, pouvez-vous expliquer mai 68? Ok. Mai 68, c'est un mouvement qu'on qualifie de rue, entre guillemets, une contestation de rue. En fait, ça part d'abord des étudiants. Les étudiants qui réclament plus de liberté, qui réclament... C'est souvent ça qu'on réclame dans les différentes manifestations. Réclament plus de liberté... Ils critiquent la censure et le fait que les radios, les télés soient aux mains de l'État. Ils voudraient aussi, les étudiants, voter plus jeunes, parce qu'à l'époque, on ne peut voter qu'à partir de 21 ans. Et ce mouvement, en fait, se développe, et les ouvriers le rejoignent pour demander de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, des heures moins nombreuses par semaine. On est à 48 heures à l'époque. Et donc, ces manifestations se terminent par des accords qui vont améliorer la situation des ouvriers. Et en ce qui concerne la situation des étudiants, ils vont obtenir le droit de vote à 18 ans sous Valéry Giscard d'Estaing. Donc, la date exacte m'échappe, ça doit être entre 74 et 2001, ça c'est sûr. Ça doit être 74-75, quelque chose comme ça. Alors, ensuite, il y en a tellement. Est-ce que pour la 5e République en histoire, il faut connaître tous les présidents? Ah bah ouais, quand même. Ouais. 5e République, c'est pas trop compliqué. Il y en a 3 jusqu'en 1981, donc 1980 c'est Mitterrand, mais on a Charles de Gaulle, après on a Pompidou, après Valéry Giscard d'Estaing, et à partir de 80 on en a un petit peu plus, parce qu'ils ne font pas toujours 2 mandats, mais on a Mitterrand, Chirac, ensuite Sarkozy, Hollande, et puis Macron, c'est pas trop compliqué, et c'est au moins la culture générale. Très sincèrement, quand je demande, par exemple, quand j'ai des élèves en rattrapage, c'est le genre de questions que je peux leur poser. Ok. Eh bien tiens, on reste dans les présidents de la 4e et 5e. Quel rôle a joué Charles de Gaulle pendant la création de la 5e République? Charles de Gaulle, c'est celui qui a impulsé la création de la 5e République. C'est lui qui a imposé le changement d'une république et donc l'écriture d'une nouvelle constitution. Et l'écriture de cette constitution a été confiée à un de ses
fidèle ami, oui, qui sera d'ailleurs son premier ministre pendant 4 ans, Debré. Et c'est lui, si vous voulez, c'est Charles de Gaulle qui a vraiment créé la Ve République un peu à son image. Il avait parlé de ce qu'il souhaitait dans les discours de Bayeux en 1946. Dans les discours de Bayeux, il parlait d'un président avec un pouvoir quand même beaucoup plus fort que celui de la 4e République, puisqu'il n'avait quasiment pas de pouvoir. Et dans la création de la 5e République, en effet, le président a plus de pouvoir. Il est le chef des armées, il peut consulter les populations par référendum, il peut faire des projets de loi, etc. etc. C'est quoi la marche du sel? Ok, la marche du sel, je pense qu'il me parle de l'Inde, que l'élève me parle de l'Inde. J'imagine que ça doit être un STMG. La marche du sel, c'est Gandhi qui a développé une théorie pour lutter contre le colonialisme et pour lutter contre les Britanniques. Selon lui, il fallait faire ce qu'on appelle la désobéissance civile. Et il ne voulait pas utiliser la violence. Donc c'était des théories non violentes. Et Gandhi, si vous voulez, il a utilisé un élément, notamment avec le boycott des produits britanniques, mais un élément qui était caractéristique, c'est que le sel, il fallait absolument que les habitants de l'Inde, les Indiens, en gros, grossièrement, ils ne devaient pas produire eux-mêmes du sel. Et en fait, Gandhi, il est allé faire lui-même puiser du sel, si tu veux. Et, donc la marche du sel, c'est une forme de désobéissance civile. Je le fais en résumé rapide. Là. Ok. Julia sur Facebook qui nous demande quelles sont les différences entre les accords de Dayton, celui du Camp David et celui d'Oslo. Ok. Alors, je vais prendre deux de ces accords que je maîtrise à fond pour vous expliquer. En 1978, les accords de Camp David vont mettre fin au conflit entre Israël et les pays voisins, qui sont des pays arabes, parce que Israël et l'Égypte font donc un accord de paix. Et cet accord de paix met fin parce que l'Égypte reconnaît Israël et en même temps l'Égypte récupère le Sinaï, qui était un espace qui avait été annexé, si je puis dire, par Israël pendant la guerre des 6 jours. Les accords d'Oslo, qui sont en 1993, sont des accords entre Israël et l'OLP, qui est l'Organisation de la Libération de la Palestine. Et c'est donc le premier ministre israélien, qui s'appelle Yitzhak Rabin, et le chef de l'OLP, qui est Yasser Arafat, qui font un accord. Ils se reconnaissent mutuellement, c'est-à-dire que l'OLP reconnaît Israël, et Israël reconnaît l'existence d'une autorité palestinienne, et on crée justement une autorité palestinienne en tant que telle, c'est-à-dire qu'il y a un pays qui est créé, une autorité palestinienne avec un gouvernement. Voilà. Ok. Baptiste sur YouTube qui vous répond, vous a collé les sujets probables. Alors, il n'y a rien d'exact, c'est des sujets probables. Donc, rien de sûr, on ne s'engage pas à ce que ça tombe là-dessus. Peut-on utiliser des stylos pour écrire les noms sur une carte ? Oui, on peut utiliser des stylos, c'est même d'ailleurs ce que je conseille à mes élèves. Par contre, ces stylos doivent être à pointe très fine, ne doivent pas être feutres et doivent bien correspondre aux règles de la cartographie. C'est-à-dire que quand j'écris par exemple le nom d'une mer ou d'un océan, je dois l'écrire en bleu. Quand j'écris le nom d'un pays, d'une organisation régionale, d'une ville, je l'écris en noir. Et je dois bien penser à mettre des majuscules, par exemple pour les noms des océans, majuscules pour le nom des pays, etc., etc. À ne pas utiliser, formellement interdit, le fluo, donc les surligneurs, et les feutres. Ok. Alors, Ayam, peux-tu nous donner quelques idées sur le plan de l'Amérique ? C'est une personne qui est en S.
Alors, l'Amérique, j'imagine que ça doit être l'intégration, les conflits, l'organisation régionale. On peut partir sur une espèce de description de la situation inégale entre Amérique du Nord et Amérique du Sud. Montrer que pour faire face à ces inégalités, on a des organisations régionales, on a des regroupements de pays qui s'établissent. Et par contre, on a quand même la persistance de tensions. Donc, trois parties. Alors, qu'est-ce qu'une puissance et quel risque la mondialisation fait-elle peser à l'économie française? Ok, alors une puissance, on va dire que c'est un pays qui possède un pouvoir de plus en plus global. Donc par exemple, les États-Unis, c'est une puissance parce qu'elle possède un hard power et un soft power vraiment très fort. Quel risque la mondialisation fait peser sur la France, c'est ça? C'est le même risque pour tous les pays. C'est-à-dire qu'en gros, la mondialisation crée plus ou moins, c'est pas forcément la mondialisation qui crée ça, mais il y a une division internationale du travail. Donc, dans les pays du Nord, on a plutôt la phase de la conception d'un produit. Dans les pays ateliers, on a plutôt la phase de fabrication et on récupère la matière première en Afrique. Les pays du Nord sont aussi ceux qui achètent le plus les produits. Voilà. Ok, alors, qu'est-ce que le printemps de Prague? Alors, printemps de Prague, c'est en lien avec la guerre froide. Donc, en fait, on est en Tchécoslovaquie et c'est une révolte plutôt, des Tchèques qui, contre la domination de l'URSS, mais qui va très rapidement être mise en échec par les blindés de l'URSS. Ok. Alors, j'essaye de répondre rapidement pour encore avoir... 2-3. Ouais, parce que là, on arrive bientôt à la fin. Ouais, dans 5 minutes. Alors, quelles sont les différences entre la Chine-Afrique et la France-Afrique? C'est le pays. C'est sur les colonies, en fait, la Chine-Afrique, c'est le principe que la Chine, avec son émergence et son dynamisme économique, a une place de plus en plus importante en Afrique. Elle va par exemple acheter des terres en Afrique, fournir des IDE en Afrique, etc. Et la France-Afrique, c'est la même chose, c'est-à-dire l'influence française en Afrique. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que l'ATTAC a de TAC? Alors, ATTAC, c'est une organisation qui lutte contre les effets néfastes de la mondialisation altermondialiste. Merci, je cherchais le nom. Ok. Les deux sujets de géo peuvent-ils porter sur le même thème? Non, les sujets de géo ne peuvent pas porter sur le même thème, comme les sujets d'histoire. C'est-à-dire qu'en géo, vous aurez forcément en composition un sujet sur la mondialisation, un sujet sur les grandes aires géographiques. Et en histoire, comme vous avez 3 thèmes, ça sera en S, ça sera l'un de ces 3 thèmes. En E, S, L, vous en avez 4, donc ça sera 2 de ces 4 thèmes. Mais vous ne pouvez pas avoir 2 chapitres sur le même thème. Enfin, 2 compos, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans la vidéo sur le croquis des pôles de la mondialisation, vous dites de ne pas utiliser de vert alors que mon professeur d'histoire m'a fait colorier les pays moins bien intégrés en vert. Est-ce que c'est grave? Normalement, le vert, ça sert à matérialiser tout ce qui est parc. En fait, tout ce qui est en lien avec la nature, etc., etc. Donc, si tu colories les grandes plaines, par exemple, américaines en vert, il y aura de la cohérence. Par contre, si c'est dans inégale intégration des territoires dans la mondialisation, c'est pas hyper cohérent. Pour moi, inégale intégration des territoires dans la mondialisation, c'est du plus intégré au moins intégré. Donc, ça doit normalement être sur une nuance de couleur qui va du rouge au jaune.
Si tu n'as pas assez de couleurs, rouge, orange, jaune, tu peux rajouter du rose par exemple, ou différentes nuances de orange. Ah bah justement, Cynthia te demandait, êtes-vous rosophobe pour les cartes? Non, je ne suis pas rosophobe, il ne faut peut-être pas trop en mettre. Okay. Quand tu ne peux pas faire autre chose que du rose, c'est-à-dire quand tu as utilisé quand tu as utilisé du rouge, du orange et du jaune, et qu'il te faut une 4e couleur, et que le vert n'est pas cohérent parce que c'est pas l'Amazonie par exemple, utilise du rose. Moi, je ne suis pas rosophobe, mais bon. Okay. Je ne connais pas trop de profs qui le sont. Sur quel continent l'armée française est-elle la plus présente et quelles en sont les raisons? Question de Nourdine. Alors, je dirais... je sais... présente en tant que telle, avec des populations sur le territoire, je dirais l'Afrique. Pour quelle raison? Parce que l'Afrique et la France ont un lien très fort du point de vue colonial. Et qu'il y a encore un certain lien, que ça soit économique, etc. Mais c'est vrai qu'il est de plus en plus présent, par exemple, au Moyen-Orient, pour protéger ces afflux d'hydrocarbures. Ok, Marion, sur Facebook, dans un croquis, doit-on donner une définition sur chaque nom de légende ou cela n'est pas utile? Donner une légende, pas toujours. Par contre, c'est bien quand tu précises ta légende. C'est-à-dire quand tu dis, l'épaule de la triade et que tu qualifies cela en lien avec ton croquis. C'est-à-dire, l'épaule de la triade, ce sont les principaux pôles de la mondialisation parce que, je sais pas, c'est des puissances économiques, blablabla. En gros, on ne te demande pas forcément de faire une définition, mais de toujours essayer d'établir le lien entre le figuré que tu vas écrire et la thématique de ton croquis. Est-ce qu'on aura obligatoirement un croquis? Cette Non. question, elle revient souvent. Non. Vous n'aurez pas obligatoirement un croquis parce que soit la majeure tombe en géo et là vous n'aurez pas de croquis parce que la mineure sera en histoire et la mineure ça sera une étude de doc. Soit vous avez une majeure en histoire, c'est-à-dire un sujet de compo en histoire, et vous pouvez soit avoir une étude de doc en géo, soit avoir un croquis en géo. Donc non, en fait, il y a une chance sur 3. Ok. De quand date le plan Marshall? 1947, j'ai déjà dit tout à l'heure. Pardon. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Est-ce que tu as des astuces? Alors ça revient beaucoup, grosse question de méthodo. As-tu des astuces pour une bonne composition, s'il te plaît? Bien respecter la méthode, c'est-à-dire faire une introduction béton qui présente les termes du sujet, qui problématise, et bien sûr, après, on fait une annonce de plan. Une conclusion qui ne soit pas bâclée, qui ne soit pas écrite en 3 lignes, parce qu'on voit très bien que vous l'avez faite à l'arrache au dernier moment. La conclusion, il faut la faire normalement au brouillon. Quand vous avez fini l'introduction, vous devez la rédiger, cette introduction au brouillon, et vous devez rédiger ensuite la conclusion avant de passer au propre. Donc la conclusion, c'est aussi un moment important parce que c'est la dernière impression que vous laissez à votre jury. Ensuite, pour bien soigner une compo, du point de vue de la méthodo, vous faites bien en sorte pour chaque sous-partie, de mettre un titre, mais vous le formulez sous forme de phrase. Votre idée générale d'abord, l'argument, l'exemple. Vous soignez bien votre organisation, vous essayez de faire des alinéas dès que vous changez de sous-partie. Enfin, vous essayez pas, vous faites. À partir du moment où vous changez de sous-partie, vous revenez à la ligne, vous faites un alinéa. En fait, brossez le prof dans le sens du poil. Ça veut dire, en gros, moi j'ai 85 copies à corriger, là, je le sais. 85 copies, ça veut dire que je vais corriger 8-10 copies par jour. Si je le fais sur une semaine. Donc il va falloir vraiment que vous soigniez votre présentation, que vous ne fassiez pas trop de ratures, pas trop de fautes d'orthographe. Lisez-vous, relisez-vous s'il vous plaît. Voilà. Grossièrement, là vous avez les éléments les plus importants. Ok, allez, on en prend une dernière. La définition de la marginalisation. Ok, un territoire en marge, c'est un territoire qui est peu intégré. Là, si je parle de marginalisation dans la mondialisation, c'est un territoire qui est peu intégré dans la mondialisation, qui ne participe pas énormément aux échanges ou qui ne voit pas les bénéfices de cet échange.
Ok, allez, une toute dernière. Allez, Peux-tu expliquer dernière. le Sahara en géo? Alors, ES. le Sahara, pour les bacs ES, L et même S, il faut bien sûr montrer que c'est un espace avec des ressources, que ces ressources, elles sont convoitées par les différents pays et que ça provoque des tensions. Voilà, grossièrement, il y a des ressources. Ces ressources, c'est en lien avec l'eau ou le manque de ressources, donc le manque d'eau. Vous avez aussi des ressources en termes de minerais, en termes d'hydrocarbures, etc. Convoitées entre les différents pays du Sahara, mais aussi des différents pays extérieurs, parce que vous avez par exemple des puissances européennes qui veulent récupérer les hydrocarbures. Et ensuite, vous parlez des différentes tensions qui sont liées à ces convoitises et puis à l'apparition de groupes terroristes, par exemple AQMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, etc. Est-ce qu'il faut un plan pour la Chine depuis 1949 et les États-Unis depuis 1918? Est-ce qu'il faut un plan? Chronologique. Ah, il faut un plan chronologique, oui. Quasiment sur tous les chapitres d'histoire, vous aurez des plans chronologiques. Le seul que moi je vois peu chronologique, c'est pour les S, pour gouverner à l'échelle européenne, parce qu'on commence en 92. Okay. Mais tous les autres, ça sera chronologique. Ok. Et je vous le conseille parce qu'on montre une évolution. Et j'en ai vu passer une. Est-ce que les profs qui corrigent sont sympas? Bah, moi, je suis sympa. Okay. Après, on nous demande d'être quand même aussi bienveillant. Ouais. Hein, donc, si vous faites une copie bien construite, bien écrite, avec un peu de contenu, forcément, on sera bienveillant. Ok, voilà. Parfait. Vous aviez énormément de questions de méthodo. N'hésitez pas à vous rendre sur les sites et les applis de DigiSchool selon vos bacs. On a fait plein de vidéos, on a plein de conseils de méthodo. Toi notamment, tu en as fait une récemment. Allez sur YouTube. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou aller parcourir nos anciennes vidéos. Vous serez au courant de tout et donc beaucoup de méthodos. Si vous voulez tester vos connaissances avant le bac, vous pouvez deux solutions. Soit les live quiz qu'on faisait en live, vous pouvez reprendre les questions en attendant tes explications. Ouais. Mais également les quiz sur l'appli. Vous pouvez télécharger l'appli et directement vous avez plein de quiz selon chaque matière et chaque chapitre de chaque matière de chaque filière. C'est hyper complet, vous avez des fiches de cours, donc n'hésitez pas à les télécharger, elles sont gratuites et disponibles que vous ayez un iPhone ou un Android. Un grand merci à vous tous, vous avez été hyper nombreux et vous l'êtes encore à nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Moi, ce sera mon dernier live avec vous de cette année scolaire, donc je vous souhaite à tous un très bon bac. On croise les doigts. On croise les doigts. Tenez-nous au courant, que ce soit sur Twitter, de comment ça s'est passé, ou sur Facebook, de savoir. Et puis, je croise les doigts. Je vous dis merde à tous, ainsi que de bonnes vacances et une bonne Coupe du Monde pour ceux qui suivent le foot. Et sinon, on continue avec Vanessa. Pareil, même principe, mais pour le brevet. Et nous, on se retrouve, pas avec moi, mais avec le professeur d'anglais ce soir à 18h, si je dis pas d'ânerie. Ah, vous avez même la petite Popine aujourd'hui. 18h. C'est toi en plus. Ouais, c'est moi, mais moi je suis pas prof d'anglais par contre. Non. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques et on vous dit à très vite. Et bon courage pour vos révisions.